Merci à tous pour l'accueil et je vais donc vous présenter via ce PowerPoint une courte introduction au software craftsmanship. C'est un sujet qui me passionne. Comme vous pouvez le voir, j'ai même nommé ma société avec laquelle je fais mon activité de freelance, la Craftery Tech, histoire de montrer mon appartenance et mon attachement en tout cas aux valeurs que je partage avec ce mouvement. Je vais donc commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Edouard, je suis développeur, formateur et je suis également coach craft quand certaines organisations font appel à moi pour les aider sur certaines thématiques. J'ai une dizaine d'années d'expérience et notamment au cours de mes expériences, j'ai rencontré Jean-François quand nous travaillons tous les deux chez OSI et c'est pour ça que c'est grâce à lui que je suis parmi vous aujourd'hui. Déjà, pour définir ce qu'est le mouvement software craftsmanship, on va commencer par définir le mot craft parce que c'est de là que tout découle. Donc déjà, ça veut dire quoi craft? Selon Wikipédia, on peut voir a craft ou a trade, c'est une profession qui a besoin d'un set particulier de compétences et de savoir pour du travail qualifié. D'un point de vue historique, ça se rattache au Moyen-Âge et avant, parce que c'était un terme qui est utilisé notamment pour ce qu'on appelait les guildes, qui étaient des corporations d'artisans ou de personnes qui en tout cas partageaient un même savoir-faire et des mêmes compétences afin de produire des types de biens, que ce soit de la charpente, de la bijouterie, ou en tout cas n'importe quel travail qu'on qualifierait maintenant d'artisanal. Du coup, le mouvement craft, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est quoi le rapport avec le Moyen-Âge? Il y a quelques dates déjà, c'est que dans les années 90, on s'est rendu compte que même si la discipline informatique était un mouvement d'ingénierie, on s'est rendu compte que le fait de vouloir absolument adopter les pratiques de l'ingénierie, comme le fait d'avoir des spécifications fonctionnelles et techniques hyper longues, ce n'était pas forcément la meilleure manière de faire. Et donc, de ce constat-là est né le mouvement agile. Ensuite, il y a eu quelques ouvrages qui ont vraiment marqué l'histoire de ce mouvement, en particulier Pragmatic Programmer, From Journeyman to Master, qui est un livre qui est assez fondateur et que moi, en tout cas, je recommande vraiment à tous les gens qui travaillent pour produire du logiciel ou en tout cas qui sont amenés à concevoir des outils logiciels. Et en fait, déjà dans le sous-titre de ce livre, on peut voir From Journeyman to Master qu'il y a la notion qu'un pratiquant du développement informatique va traverser différentes étapes dans sa carrière et qu'il va y avoir des étapes dans la progression. On ne va pas seulement se dire d'un coup, ça y est, on est développeur et on passe de ceinture blanche à ceinture noire. Il y a différentes étapes, différentes gradations et donc ce livre aide à traverser certaines étapes pour augmenter en productivité. En 2001, on a ensuite un livre qui s'appelle carrément Software Craftsmanship, qui est celui qui fait référence comme celui qui a défini le terme lui-même. Et dans ce livre, on peut trouver pas mal de notions, notamment celle que je suis en visio. Et donc celle que le développement logiciel est une discipline qui est entre l'artisanat et l'ingénierie. Donc ça, si vous voulez en savoir plus sur ce point précis, je vous invite à regarder la conférence d'Arnaud Lemaire qui est vraiment parfaite à ce niveau-là pour décrire à quel élément de l'artisanat ou de l'ingénierie le développement logiciel tire certaines caractéristiques. Enfin, en 2009, on a le manifeste qui est apparu, le manifeste Software Craftsmanship, qui a réuni en fait quasiment les mêmes signataires que le manifeste Agile, où ils se sont rendus compte que les concepts qu'ils avaient définis dans le manifeste Agile commençaient à être dévoyés, et donc ils ont décidé d'apporter quelques précisions et quelques caractéristiques qui leur semblaient assez essentielles pour la bonne manière de faire le métier de développeur logiciel, et donc comment produire de la valeur de la manière la plus pragmatique et la plus productive pour des utilisateurs. Enfin, le dernier ouvrage qui a vraiment marqué le mouvement, c'est celui de Sandro Mancuso, qui s'appelle The Software Craftsman, qui est un livre un peu que je qualifierais presque de développement personnel pour le développeur, qui indique donc vraiment quelles sont les notions qui pour lui sont essentielles dans ce mouvement, à savoir qu'est-ce qui définit le professionnalisme dans notre métier, qu'est-ce qu'est le pragmatisme et surtout la fierté pour vraiment le fait de marquer que dans ce mouvement, il y a la fierté du travail bien fait. C'est pas juste on veut bien faire son métier, c'est on veut pouvoir faire son métier d'une manière dont on est fier et d'une manière dont on estime que c'était la meilleure manière, en tout cas avec les outils et les connaissances dont on disposait au moment où on l'a fait.
Pour ça, donc, pour vous définir ces valeurs et ces pratiques, je vais commencer par vous citer le manifeste agile, dont le sous-titre, c'est Raise the Bar. On retrouve encore une fois cette notion de progression, cette notion donc d'essayer de progresser et donc, par ce titre-là, de relever le niveau de l'industrie, parce qu'actuellement, les statistiques de l'industrie, que ce soit dans les années 90 ou maintenant, malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué, mais on estime qu'il y a à peu près 2 tiers des fonctionnalités développées qui n'apportent aucune valeur, voire une valeur négative, et le taux d'échec des projets informatiques est catastrophique. Donc, ce mouvement Software Craftsmanship essaye de réfléchir à trouver des manières de changer ça. Donc, essayer de vraiment relever le niveau de notre industrie pardon, et de ne pas seulement se contenter de suivre des tendances ou bien de faire du développement piloté par la hype, quoi. Donc, le manifeste est vraiment très court, donc je vais pouvoir vous le présenter dans son intégralité. C'est, en tant qu'aspirant artisan logiciel, on va essayer de relever le niveau du développement logiciel professionnel en le pratiquant et en aidant les autres à apprendre les compétences nécessaires à l'artisanat. Donc là, encore une fois, vous voyez, dès la première ligne, on voit cette notion de on essaye de faire du mieux possible, on essaye d'aider les autres à aller à faire ça de mieux en mieux avec nous. Et donc, à travers ce travail, nous en sommes arrivés à évaluer le fait qu'il ne faut pas seulement un logiciel qui fonctionne, mais aussi du logiciel bien façonné. On ne veut pas seulement répondre aux changements, mais aussi ajouter de la valeur de manière constante et progressive. Et que ce ne sont pas seulement les individus et les interactions, mais aussi des communautés de professionnels qui sont importantes. Et enfin, on ne fait pas seulement des collaborations avec les clients, mais on essaye de faire pour ça des partenariats qui soient productifs. Je vais vous détailler chacun de ces points. Comme vous pouvez le remarquer déjà dans un premier temps, c'est qu'à chaque fois qu'il y écrit not only quelque chose, c'est en fait une référence au manifeste agile, que vous pouvez également retrouver sur Internet très facilement. Et donc, ce manifeste Software Craftsmanship, on peut dire que c'est un peu comme une version 2.0 ou en tout cas une extension du manifeste agile, avec l'accent qui est mis sur le fait que l'excellence technique est absolument nécessaire pour réussir des projets informatiques de manière productive et efficace. Donc, dans les valeurs craft, moi, ce que je retire de ce manifeste-là, donc bien évidemment, tout ce que je vous dis au travers de ces slides et de cette conférence, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi, mais je m'appuie quand même sur beaucoup de citations, de références et de discussions avec d'autres personnes qui partagent des valeurs avec ce mouvement pour vous donner cette présentation. Donc, première valeur, le soin porté à la qualité, que je pense vous partagez également, la démarche de livraison continue, les valeurs communautaires et l'implication des autres, et notamment des personnes qui ont d'autres types de profils que nous. Donc, le premier élément, le well-crafted software, déjà pour cela, il y a certaines pratiques qui ont fait leurs preuves et donc c'est celles-là qui sont mises en avant par la communauté. C'est pour ça qu'on va retrouver par exemple le fait de tester son code, le fait d'écrire ses tests avant d'écrire le code et plein d'autres pratiques comme le code propre, donc le fait de refactorer son code, de réusiner son code de manière à ce qu'il soit facile à lire, à comprendre, à modifier. Donc là, c'est pour ça que les sujets comme TDD, DDD, PDD et plein d'autres trucs en DD font partie de la boîte à outils des crafters. Donc, j'utilise plutôt le terme crafters parce qu'il est neutre et on essaye donc d'avoir une démarche d'inclusion, comme vous avez pu le voir dans la notion de communauté de professionnels. Il y a aussi cette notion d'inclusivité et de ne pas faire donc de barrière à l'entrée ou de gatekeeping. En premier lieu, déjà, c'est question de livrer un logiciel qui tend vers le zéro bug. Donc, même si on sait que ce n'est pas toujours possible, en tout cas, c'est un but qu'on essaye d'atteindre. Et pour ça, déjà, pour commencer, on ne va jamais livrer en production un code sans les tests automatisés qui valident son comportement. Donc, un crafter va toujours écrire des tests automatisés qui valident le comportement du code qu'il vient d'écrire, ou, voire même encore mieux, il écrit le test avant même d'écrire le code. On ne va pas non plus livrer un code qui n'a pas été refactoré pour appartenir à la catégorie du clean code, donc du code lisible, compréhensible facilement et modifiable facilement également. Parce que le logiciel qui fonctionnerait à un instant T, on sait que s'il n'évolue pas, il va finir par perdre en valeur. Il y a une certaine entropie du logiciel qui font que les logiciels qui n'évoluent pas sont voués à mourir. Et donc, il faut que le code soit facilement modifiable et compréhensible par les développeurs qui se passeront après nous. Deuxième valeur, le fait d'ajouter de la valeur de manière répétée, progressive et constante, ça part de l'observation que plus un lot de fonctionnalités est grand, plus il est probable qu'il introduise une régression ou que, en tout cas, il ait des problèmes, ou alors carrément qu'il ne réponde pas à un besoin réel. Donc,
En tout cas, plus on passe de temps à développer un lot, plus on prend le risque qu'il y ait une grande quantité de travail qui soit à refaire ou qui n'apporte juste pas de valeur. Donc, on va chercher en continu à livrer des très petits incréments de valeur de manière à détecter au plus vite les erreurs, mais également les déviations entre le comportement qu'on est en train d'implémenter dans le logiciel et le comportement qui est attendu et qui apporte vraiment de la valeur aux utilisateurs. Et donc ça se traduit par le fait qu'on cherche toujours à réduire la boucle de feedback, donc la boucle de rétroaction, pour pouvoir détecter les erreurs le plus rapidement possible, en tirer les enseignements et appliquer les corrections qui sont nécessaires. Enfin, une des valeurs que je trouve absolument essentielle dans le mouvement Craft, c'est la valeur de communauté de professionnels, parce que moi, je le résume vraiment par le fait que tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est-à-dire que quand on commence à apprendre le code, on ne va pas forcément le faire à plusieurs. Il suffit maintenant, la connaissance, elle est disponible instantanément. Il suffit d'ouvrir une YouTube ou n'importe quel site Internet qui propose des tutoriels et ça y est, vous pouvez apprendre à coder en quelques semaines. Par contre, très vite, on atteint un plafond de verre et pour passer ce plafond, le plus facile, en tout cas le plus efficace, c'est de se joindre à d'autres personnes qui partagent nos problématiques, en tout cas qui essayent de réaliser des logiciels et délivrer de la valeur via des outils logiciels de la même manière que nous. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, le cadre idéal, c'est d'essayer de respecter la théorie du plus égale moins, à savoir on s'entoure de personnes qui en savent plus que nous, de gens qui en savent autant que nous et de gens qui en savent moins que nous, à qui on va pouvoir traduire les choses parce que le fait d'expliquer quelque chose est une manière très efficace d'être sûr qu'on l'a bien assimilé et ça nous force aussi à aller comprendre les choses en profondeur parce qu'on va toujours avoir des questions qu'on n'anticipe pas. Et donc, si on n'est pas capable d'y répondre, c'est que peut-être on sait qu'on devrait aller revoir les fondamentaux pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a du mal à répondre à certaines questions. Donc, les crafters, ils se retrouvent en communauté de pratique. Ça peut être des meet-up pour ce qui est en présentiel, hein, même si pendant 2 ans, ça a été un peu mis en pause. Là, ça commence à reprendre assez fort. En tout cas, moi, c'est ce que je peux observer là des communautés que je fréquente. Et il y a également des communautés de pratique en ligne avec différents Slack, différents channels Discord qui sont là uniquement pour parler de comment est-ce qu'on trouve qu'on doit faire notre métier ou pour tout simplement partager des pratiques avec les autres crafters. Enfin, les partenariats productifs, ce n'est pas seulement le fait de discuter avec les utilisateurs, même si une des valeurs craft que j'aime beaucoup, c'est que la satisfaction de l'utilisateur et le fait d'apporter de toujours réfléchir son logiciel sous l'angle de comment est-ce qu'il va apporter de la valeur aux utilisateurs, c'est au centre des préoccupations. Mais ce n'est pas uniquement l'utilisateur qui fait partie des préoccupations, parce que pour ça, on va créer des partenariats en n'hésitant pas à intégrer des personnes aux compétences très diverses au sein d'une équipe. Par exemple, les crafters, on essaye de les associer avec des utilisateurs, mais aussi des experts métiers, des testeurs. D'ailleurs, pour ça, Jean-François a fait une super présentation au JFTL avec Yves Richard l'an dernier, je crois. Et donc, je vous invite à aller la regarder, parce que là, vraiment, je valide absolument tout ce qui avait été dit. Mais j'ai mentionné le mouvement DevOps qui est on est d'accord, pas forcément un métier, mais en tout cas, il faut avoir des personnes dans l'équipe qui ont des compétences d'Ops pour pouvoir essayer de détecter au plus vite les problématiques qu'on pourrait avoir dans le fait d'héberger les solutions qu'on est en train de mettre en œuvre. Et enfin, des experts UX, UI, parce que on ne peut pas avoir toutes les connaissances nécessaires, par exemple, pour faire en sorte qu'une interface soit facile à comprendre, facile à prendre en main et que l'expérience utilisateur soit au top. Donc, avec le fait de s'entourer de tous ces profils divers, on essaye de résoudre au mieux les problématiques des utilisateurs et de leur apporter des outils qui seront, on va dire, les plus efficients et en tout cas qui vont délivrer le plus de valeur possible aux utilisateurs. Voilà, donc c'est la manière dont je résume dans le temps imparti les problématiques liées, enfin pardon, pas les problématiques, mais en tout cas les valeurs que j'ai pu retrouver et que je partage avec le mouvement Software Craftsmanship. Donc si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir.